Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, par rapport à ce que vient de dire Frédéric Seyss, Jean-Michel Blanquer, puisqu'il est question de concorde. Jadis, la concorde, elle reposait sur le clivage droite-gauche. En supprimant ce clivage droite-gauche, en considérant qu'on pouvait dire et en même temps, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas justement favorisé ce type de situation où on a l'impression d'avoir affaire à deux mondes irréconciliables ? Non, alors je ne pense qu'il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Encore une fois, si Emmanuel Macron a été élu, c'est précisément parce qu'il y avait une crise de la représentation. Et donc, le dépassement du clivage gauche-droite, il a souhaité, il souhaite encore l'incarner. Et il y a encore un très beau l'incarne encore, potentiel, vous pensez ? bien entendu. Encore une fois, lorsque il y a à la fois un enjeu d'amélioration de l'économie et de justice sociale, il y a évidemment l'idée que, bien sûr, que la France a besoin de... Les deux pieds étant aussi vaillants l'un que l'autre ? Il le faut, même si, évidemment, nous sommes dans un moment un petit peu... difficile de ce point de vue-là, puisque par exemple, effectivement, la croissance française a été abîmée en fin d'année 2018 par ce qui s'est passé, et que on ne veut évidemment pas qu'il en soit de même en ce début d'année 2019. Mais encore une fois, je le répète, nous gagnerons ensemble ou nous perdrons ensemble. Donc sur le plan, par exemple, perdre ensemble. Qu'est-ce qui pourrait... Perdre ensemble, c'est que si vous voulez, quand vous avez tous les samedis des gens qui perturbent la vie publique et la vie courante, et y compris la vie des commerces, vous avez concrètement 40 000 personnes qui sont au chômage technique aujourd'hui à cause du mouvement. Donc est-ce que on considère que c'est très social d'arriver à ce genre de conséquences lorsque vous avez des investissements qui devaient avoir lieu en France, qui n'ont pas lieu et qui auraient produit des emplois au cours de l'année 2019 pour contribuer à réindustrialiser la France, alors même qu'on avait d'excellents indicateurs économiques en 2018 en la matière pour semer des graines pour le futur? Est-ce que vous croyez que c'est social? Non, bien sûr. Donc bien entendu que ce gouvernement, en travaillant pour la santé économique de la France, travaille pour la santé sociale de la France. Et bien entendu qu'il est parti d'une situation qui était quand même pas excellente en 2018 quand nous sommes arrivés. Nous avons assumé beaucoup de choses, et nous avons le dos assez large d'ailleurs. Mais je ne nous laisserai pas faire le procès d'une politique antisociale. C'est faux. Je considère que ce que j'ai fait à l'éducation nationale, à l'école primaire en particulier, est la politique sociale la plus forte qui ait jamais été faite en matière d'éducation prioritaire, parce qu'elle va à la racine de la lutte contre les inégalités. Et ça n'est pas fini. On va en reparler. Frédéric Seyss. Jean-Michel Blanquer, vous avez été recteur, vous avez été directeur général de l'enseignement scolaire, donc haut fonctionnaire. Quand vous entendez des hauts responsables de la majorité critiquer la technocratie ou la technostructure qui serait à l'origine des blocages du gouvernement, est-ce que ça vous choque ? En vous écoutant, ça me fait penser à une phrase d'Alain Touraine qui disait le technocrate, c'est le technicien que l'on n'aime pas. Vous savez, tout système a besoin de ces techniciens. Et je me garderai bien du discours facile consistant à attaquer les techniciens. On peut tous être un technocrate un jour. Vous savez, moi, je suis d'abord un professeur des universités. J'ai effectivement exercé des responsabilités de haut fonctionnaire. J'ai pas senti que ma substance personnelle avait changé, que mon être intime avait changé de ce fait-là. Donc les hauts fonctionnaires ont le dos large, eux aussi. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut se garder de chosifier les gens, que ce soit d'ailleurs les personnels politiques, le personnel politique. Nous sommes tous des êtres humains, des citoyens. En ce moment, je suis un homme politique, je ne l'ai pas toujours été, je ne le serai sans doute pas toujours. Il faut éviter de chosifier l'autre. Ça fait partie des problèmes, des problèmes que l'on a aujourd'hui dans le débat public, d'ailleurs. Donc, il faut se garder de ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes, disons, bureaucratiques et technocratiques en France? Oui, bien entendu. Est-ce que nous avons encore des modernisations à mener en la matière, par exemple, pour fluidifier l'accès à la haute fonction publique, avoir des profils différents? Oui, bien entendu. Ne perdons pas le bébé avec l'eau du bain. N'oublions pas que la nation française s'est construite par l'État, que l'État est décisif, et que d'ailleurs les gens qui protestent contre l'État sont les mêmes qui demandent plus d'État dans beaucoup d'aspects de leur vie. Donc soyons très attentifs à ne pas développer des pensées anti-étatiques un peu faciles, et n'oublions pas que l'État c'est nous, parce que ça aussi c'est un point qui me paraît très important, y compris quand il y a des raisonnements sur le budget, etc. C'est que tout ça c'est nous sommes l'État, nous tous. Le passage de la monarchie à la République, c'est quand même de l'État c'est moi à l'État c'est nous, et l'État c'est nous tous. Donc nous devons avoir une vision, je dirais, raisonnable et responsable de ce que la puissance publique peut faire pour nous tous. Alors on ne va pas vous chosifier, Jean-Michel Blanquer, on va vous laisser exposer votre réforme du lycée, réforme du bac, les principaux points. Pourquoi fallait-il une réforme du lycée ?
Parce que, pour plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'il fallait commencer par le baccalauréat. Le baccalauréat est une institution bicentenaire, une institution que nous respectons tous en France, d'une certaine façon l'ultime institution nationale depuis qu'il n'y a plus un service militaire. Et il ne s'agissait donc certainement pas d'en finir avec le baccalauréat, mais au contraire de le régénérer, de lui faire vivre une nouvelle étape. Or, tout le monde constatait qu'il y avait une forme de dévalorisation du baccalauréat qui perdait son sens. Et donc, quand je dois résumer la réforme du baccalauréat, je dis toujours, c'est le principe du nouveau baccalauréat, c'est qu'en préparant le baccalauréat, l'élève prépare ce qui va le faire réussir après le baccalauréat. Autrement dit, nous donnons du sens aux apprentissages qui ont lieu pendant le lycée, et je dirais même avant le lycée, car le baccalauréat envoie depuis l'aval un signal sur l'ensemble de l'amont. Exemple, le fait que nous ayons installé une épreuve orale prestigieuse et importante en fin de parcours envoie un signal à l'ensemble du système, y compris, je dirais, jusqu'à la maternelle, sur la nécessité de développer les compétences orales de l'enfant et de l'adolescent, la capacité à s'exprimer, la capacité à avoir confiance en soi, la capacité à argumenter, à respecter le point de vue de l'autre. Ça fait évidemment résonance avec ce que nous nous disons depuis tout à l'heure. Autant d'éléments qui, à partir du baccalauréat, encore une fois, ont un impact sur l'ensemble du système. Ensuite, cette réforme du baccalauréat, dont je rappelle que les grands principes, c'est d'avoir 40% de la note en contrôle continu. Donc là aussi, l'idée de ne pas favoriser le bachotage, mais un travail continu de l'élève au long de son parcours, et notamment en première et en terminale. Tous ces éléments-là donc, sont faits pour donner plus de sens. Le fait aussi de donner de l'importance à des épreuves de spécialité que l'élève choisit est évidemment fondamental, parce que ça dit quelque chose sur notre volonté d'avoir un lycée plus fondé sur le désir d'apprendre. On choisit des matières dont on a envie et pas des couloirs. Et ces matières, puisqu'on les a choisies et puisqu'on les aime, on peut les approfondir davantage. Et c'est le sens aussi des nouveaux programmes qui sont plus approfondis. Mais alors, par exemple, le fait que les maths disparaissent du tronc commun en classe de première pour devenir un enseignement de spécialité, est-ce que ça ne va pas défavoriser ceux qui, par coup, par souhait, ne prendront pas les maths, alors qu'on sait très bien aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, que ce sont les maths qui sélectionnent? Alors, il y a un faux procès sur les mathématiques qui m'est fait en ce moment. Et d'ailleurs, avec Cédric Villani, on a fait quelques enregistrements ces derniers temps pour bien argumenter sur chacun des points. Mais je vais vous résumer un petit peu la situation. Non, les mathématiques, c'est la discipline probablement la plus renforcée par ce que nous avons fait. Dans la lignée d'ailleurs du rapport que j'avais demandé à Cédric Villani et Charles Torossian il y a quelques mois, et que nous sommes en train de suivre assez scrupuleusement. Avec beaucoup d'aspects d'ailleurs qui touchent aussi l'école primaire et le collège et la formation des professeurs. Nous sommes une grande nation mathématique. Il ne s'agit certainement pas de baisser notre niveau, mais c'est le contraire. Les mathématiques, c'est la seule discipline qui est présente à tous les étages du système que nous avons bâti. D'abord, dans le socle commun, vous avez raison de le mentionner, parce qu'on parle souvent, quand on parle de la réforme, des enseignements de spécialité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un bloc commun qui représente la majorité des heures. Et dans ce bloc commun, il y a un enseignement que nous avons intitulé enseignement scientifique, dans lequel il y a des mathématiques. Et le but est justement d'avoir comme le préconisait Cédric Villani, une entrée dans les mathématiques un peu différente des entrées habituelles. Plus par les démonstrations. Oui, voilà, exactement. Et donc de façon qui, d'une certaine façon, puisse attirer aussi celui qui croit qu'il n'a pas la bosse des maths, comme on dit, alors même que cette expression n'a pas grand sens, mais en tout cas, pour ramener vers les mathématiques ceux qui en seraient éloignés, disons. Et puis après, les mathématiques, vous les voyez à tous les autres étages. D'abord, c'est un enseignement de spécialité, évidemment. Donc... Mais avant, on faisait des maths, par exemple, y compris en terminale littéraire. Pourquoi supprimer ça? Non, vous avez des terminales L qui abandonnent totalement les mathématiques. Je veux dire, à mon époque, Jean-Michel Blanquer. Oui, bien sûr. Vous avez aussi des élèves, encore une fois, je souhaite que tout le monde en fasse, mais vous avez aussi des élèves quand même qui sont très heureux, minoritaires bien sûr, mais qui sont très heureux de pouvoir s'en extraire. Maintenant, quand ils prennent des spécialités qui nécessitent des mathématiques, ils pourront le faire, puisque pour continuer le raisonnement, c'est important de le dire, les maths c'est un enseignement de spécialité, mais c'est aussi un enseignement d'option, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, si vous prenez maths en enseignement de spécialité, ça vous fait 4 heures en première, 6 heures en terminale, mais vous pouvez aussi en terminale prendre ce qu'on appellera mathématiques expertes, c'est-à-dire 3 heures de plus, donc vous faites 9 heures, c'est plus qu'actuellement si vous êtes en S, et vous pouvez aussi prendre, si vous n'avez pas pris maths en spécialité, vous pouvez prendre ce qu'on appellera maths experte, c'est-à-dire 3 heures en plus, quand vous n'avez pas pris spécialité. Concrètement, ça veut dire que si vous avez pris par exemple économie qui nécessite des maths, vous aurez d'abord des maths dans votre programme d'économie, mais vous aurez aussi maths complémentaires avec des probabilités et des statistiques. Donc les maths sont à tous les étages. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de défavoriser les élèves qui sont dans des académies qui vont avoir du mal à proposer
tous ces enseignements de spécialité avec parfois des éloignements entre les lycées qui, là aussi, vont aller à l'encontre du principe d'égalité des élèves sur le territoire national. Oui, je sais que c'est une inquiétude qui a été exprimée. Je voudrais dire que c'est tout le contraire. D'abord, pour répondre à cette question, je voudrais quand même qu'on ne transforme pas l'or en plomb. Cette réforme, elle a été élaborée l'année dernière avec la participation de 40 000 lycéens, des consultations toute l'année, un travail considérable d'ailleurs de Pierre Mathiot qui a préparé la consultation puis la concertation que j'ai moi-même menée. Donc c'est un travail de fourmis, je dirais, et de fourmis, ça signifie donc avec très nombreuses personnes, pour arriver à ce résultat, correspondant d'ailleurs à des attentes qui étaient exprimées, y compris par certaines organisations. Tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Le Conseil supérieur de l'éducation était en désaccord avec cette réforme. De toute façon, attendez, le Conseil supérieur de l'éducation, il n'y a pas eu un seul vote favorable. J'attends le jour où cela pourra arriver. On pourra en parler aussi. En tout cas, il n'était pas favorable à cette réforme. Non, mais à aucune. Donc, c'est de toute façon, si je devais m'arrêter à ça, je ne ferais plus rien. Donc, il y a par contre eu cette consultation très forte, participation des lycéens, et pour arriver à quoi ? D'abord à ce qui est la chose la plus visible, la fin des séries pour la voie générale. Il faudrait qu'on parle aussi de la voie technologique et de la voie professionnelle. Et donc la fin des séries S, ES et L. En gros, on peut dire qu'on est sorti d'un système de couloir qui prédétermine les choses dès la fin de la classe de seconde, et ce couloir étant parsemé de trous, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, ce que nous visons, c'est la réussite dans l'enseignement supérieur. Est-ce que nous voulons un système où il n'y a pas d'une espèce de gouffre entre le baccalauréat et ensuite l'enseignement supérieur? Et après, tout le monde se déresponsabiliser de cet échec dans l'enseignement supérieur. Nous, ce que nous voulons maintenant, c'est un parcours qui renforce l'élève pour sa réussite dans l'enseignement supérieur. Et donc, nous avons mis sur pied un système qui est beaucoup plus fondé sur le désir de l'élève, sur sa capacité à faire des choix, mais aussi à avoir des passerelles, c'est-à-dire à revenir sur ses choix et à prendre d'autres spécialités. Et concrètement, ça signifie qu'un élève qui avait le choix en voie générale entre 3 couloirs va désormais avoir le choix entre une vingtaine de possibilités ou une trentaine de possibilités. En tout cas, théoriquement, parce que par exemple, pour l'informatique, beaucoup de profs se disent que les salles d'informatique sont extrêmement mal équipées quand elles existent, qu'il y a des professeurs de technique qui sont obligés de faire des cours, par exemple, sur certains programmes informatiques dans des salles qui ne sont pas équipées d'ordinateurs. Bref, vous connaissez ces problèmes, mais alors comment on peut... Mais les problèmes... Écoutez, on a toujours tendance à voir la photo alors qu'il faut regarder le film. Bien entendu qu'on peut mentionner 1000 problèmes de ce genre, et notamment les problèmes matériels. J'en ai 1000, effectivement, à évoquer avec vous. La question, c'est de savoir la trajectoire. Et là, il y a quand même... Il y a une innovation absolument fantastique, et je vais en profiter pour vous dire quelque chose de totalement inédit. Une innovation absolument fantastique, c'est-à-dire l'apparition pour la première fois dans le lycée français, mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale, d'une discipline qui s'intitule donc numérique et sciences informatiques. C'est une innovation formidable. Un point magnifique aussi, c'est qu'en réalité, elle va être implantée dans plus de 50% des établissements. Alors, en quoi elle consiste ? Ça consiste à avoir une discipline en soi, c'est-à-dire un enseignement de spécialité consacré au numérique, alors que nous savons bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'aller vers ces métiers qui correspondent à des métiers d'avenir. Ce sera au passage d'ailleurs une occasion aussi d'inciter plus de jeunes filles à faire cette discipline et donc de compenser les problèmes d'égalité homme-femme que l'on a dans cette branche. Parmi les 1000 effets vertueux de cette affaire. Une chose inédite qui va avec cela et que je vous annonce, c'est que nous allons créer un CAPES informatique. C'était quelque chose qui était attendu depuis très longtemps et que l'éducation nationale ne faisait pas. Aujourd'hui, nous avons créé la raison d'être de ce CAPES informatique et dans quelques années, nous créerons probablement une agrégation d'informatique. C'est donc dès l'année 2020 un CAPES informatique qui va voir le jour. C'est une nouvelle extrêmement importante. Ça signifie que nous créons un cercle vertueux de la présence de l'enseignement numérique. Alors, vous savez, quand je vous dis que c'est dans 50%, ça veut dire que vous avez à peu près déjà un besoin pour 1500 lycées en France de professeurs d'informatique. Alors, dans un premier temps, ça va être couvert par des professeurs qui, d'ailleurs, suivent des formations continues aujourd'hui même, pendant les mois qui viennent, pour être prêts pour la rentrée prochaine. C'est un immense travail de l'éducation nationale, d'ailleurs, alors, à terme, il vous faudra 750 postes. Alors, je peux vous faire une règle de 3 sur un coin de table. On va voir comme ça si on a suivi la spécialité maths. Vous aurez un CAPES qui, forcément, au début, concernera quelques dizaines de personnes, et puis progressivement va s'étendre en fonction aussi du nombre d'élèves qui choisissent cette spécialité. Donc, c'est évidemment des calculs un peu complexes que l'on va faire, mais en tout cas, à partir du moment où vous créez un CAPES, vous créez vraiment quelque chose qui va structurer le futur. Mais au-delà de ça, ce qui est
très important, c'est que nous consacrons le numérique dans le système, et dans un sens non superficiel, je tiens à dire cela, et ça résonne aussi avec des choses que l'on s'est dites avant. Aujourd'hui, on parle trop souvent du numérique d'une manière qui est un petit peu à la surface. Nous avons besoin d'avoir des élèves, par exemple, qui développent leur sens logique grâce à la programmation, des élèves qui relient les savoirs numériques aux autres savoirs grâce à leurs approfondissements numériques et à l'approfondissement de leur culture générale dans d'autres domaines. C'est cela que nous allons faire. Ce sont donc des progrès structurels considérables. Et je veux bien entendre toute une série d'inquiétudes, parce que c'est normal quand il y a du changement qu'il y ait des inquiétudes sur la réforme du lycée. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue, devant la colline de problèmes, la montagne de solutions que nous avons, la montagne d'opportunités qu'il y a derrière cette réforme, qui est, j'ose le dire, une réforme magnifique. Et que, par rapport, j'invite chacun aussi à ne pas trop écouter les commentaires de commentaires, mais à aller directement sur le site de l'Éducation nationale pour bien voir tous les aspects de la réforme. Je donne un exemple. Certains disent encore qu'ils ne connaissent pas les enseignements de spécialité dans leur lycée. Quand vous allez sur le site de votre académie, vous voyez lycée par lycée les spécialités qui sont présentes. C'est l'occasion de voir d'ailleurs que, contrairement à ce qui a été dit par beaucoup, nous n'avons pas défavorisé les lycées déjà défavorisés. Nous avons au contraire utilisé l'implantation de spécialités comme un outil pour compenser les inégalités territoriales qui peuvent exister. Non, si je vous demandais le nombre de postes que vous alliez créer, c'est parce qu'on sait le nombre de postes que vous allez supprimer. Jean-Michel Blanquer, vous avez dit que vous alliez supprimer 2500 postes. Et là aussi, on a du mal à comprendre comment les choses vont se dérouler, puisque d'ores et déjà, il y a une demande des familles pour que les professeurs absents soient remplacés, avec là aussi de nombreuses absences liées à l'insuffisance du nombre de professeurs remplaçants. Pourquoi se lancer dans une suppression alors que, on voit bien, les profs disent qu'il manque des enseignants aujourd'hui? J'en ai parlé tout à l'heure déjà, en quelques mots. Nous avons 1 million de personnels de l'éducation nationale, même un peu plus. Nous avons 12 millions d'élèves. Le sujet en France profond n'est pas le nombre de fonctionnaires que nous avons à l'éducation nationale, mais c'est plutôt la manière dont nous sommes organisés. Le but d'ailleurs n'est pas tellement d'en supprimer ou d'en créer, le but il est beaucoup plus qualitatif, c'est notre recrutement des professeurs, notre formation des professeurs, pas que, notre professeur, organisation. Non, mais par exemple, une force de travail limitée. Non mais quand je vous donne le chiffre que je vous ai donné, vous voyez que notre force de travail, elle est là. Et que évidemment qu'il ne faudrait pas supprimer beaucoup de postes de professeurs. Ça ne serait pas bien. Pas plus d'ailleurs que ce serait une solution d'en créer beaucoup. Il faut avoir une vision qualitative des choses. C'est pour ça que nous créons des postes 40 000 primaire. élèves de plus l'an prochain. Comment allez-vous faire avec 2500 profs en moins? Alors, il faut vraiment faire le raisonnement général. Nous avons 30 000 élèves de moins à l'école primaire en France l'année prochaine, et nous créons pour autant autour de 2000 postes. Donc le sujet n'est pas que démographique, c'est aussi un sujet de compensation. La France dépense moins pour son école primaire que la moyenne des pays de l'OCDE, elle dépense plus pour son enseignement secondaire que la moyenne des pays de l'OCDE. Tout le monde le dit depuis 20 ans ou 30 ans. Personne n'a jamais eu le courage de tirer les conséquences de ce constat fait par tous. Donc d'abord, n'oublions pas cette immense priorité à l'école primaire qui bénéficie à l'enseignement secondaire. Quand vous êtes prof de 6e, avoir 23 ou 24 élèves dans votre classe, ce n'est pas le principal sujet. Le principal sujet, c'est qu'il vous arrive en sachant réellement lire, écrire, compter et respecter autrui dans votre classe. Ce travail, donc, par l'amont est essentiel, et c'est pour ça que tout au long du quinquennat, vous aurez un taux d'encadrement qui va s'améliorer à l'école primaire, département par département en France. Alors, ensuite, dans l'enseignement secondaire, nous augmentons le nombre d'heures supplémentaires qui, par ailleurs, vont être défiscalisées. Mais ça c'est un problème, les heures supplémentaires, parce que les heures supplémentaires, soit elles vont provoquer une augmentation du pouvoir d'achat, mais les professeurs, là aussi, quand il faut des heures supplémentaires, ça veut dire qu'ils ont moins de temps à consacrer aux élèves. Est-ce que ça n'est pas un effet pervers du système? Pourquoi ne pas embaucher? Les heures supplémentaires... vous savez, d'abord, il y a certaines disciplines où vous avez des difficultés à embaucher. Si vous prenez le cas des mathématiques, je suis désolé, je préfère donner 1 heure supplémentaire de plus à un professeur de mathématiques rodé, si je puis dire, que d'accepter au CAPES à une moyenne de 5 sur 20 de nouveaux candidats, en attendant que le travail que nous faisons de longue haleine sur ces sujets-là porte ses fruits. Donc j'ai aussi une vision responsable de ces sujets. Et je l'ai d'ailleurs domaine par domaine. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des raisonnements un peu subtils, discipline par discipline sur ces questions. Donc ce ne sont pas des sujets que l'on peut traiter comme ça à l'emporte-pièce. Et les grandes données chiffrées doivent nous renvoyer à des réalités plus concrètes. Là aussi, on va revenir au stylo rouge. Si vous prenez la question des heures supplémentaires, encore une fois, elles permettent, par exemple, le fait que le taux d'encadrement ne va pas se dégrader dans les lycées, précisément parce que les heures supplémentaires permettent de le couvrir. Et permettront aussi
dans le cadre aussi d'autres mesures que nous allons prendre, d'améliorer le remplacement, qui est aussi un des sujets problématiques de notre système. Si aujourd'hui l'éducation nationale a du mal à recruter, est-ce que ça n'est pas lié, et là les stylos rouges le dénoncent suffisamment, au manque d'attractivité de la profession? Tout simplement le fait que ce sont des professions peu payées, un mathématicien trouve à s'embaucher dans le privé, du coup ils ne viennent pas à l'éducation nationale. Bien sûr qu'il y a ce problème, et comme je vous le disais tout à l'heure, je le reconnais bien volontiers. C'est pourquoi il faut une stratégie de longue haleine et avec des effets immédiats et des effets à long terme pour renforcer cette attractivité. Ce problème de l'attractivité, c'est un problème qu'on rencontre dans de nombreux pays, et par exemple l'exemple des maths que vous venez de donner est un bon exemple. On a aussi des pays qui réussissent mieux à créer cette attractivité, donc je les regarde de près. Ils le font avec de meilleurs salaires, c'est exact, avec un temps de travail qui est différent aussi, donc c'est des sujets sur lesquels on va évidemment travailler, mais ils le font aussi par une meilleure considération de la vie quotidienne des professeurs. Les sujets sur la sécurité, les sujets sur le bien-être, les sujets de gestion humaine des ressources humaines, puisque nous avons commencé maintenant à développer un système de gestion des ressources humaines de proximité, qui est encore à ses tout débuts, mais que nous allons déployer dans le futur, qui doit permettre d'avoir des personnes dédiées à l'accueil des professeurs pour pouvoir suivre leur carrière, pour pouvoir les aider dans les différents sujets qui peuvent concerner leur vie professionnelle, d'une manière beaucoup plus personnalisée. Nous devons aussi sortir d'une forme d'anonymat ou d'une forme d'anomie, parfois même de l'organisation de nos ressources humaines, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus humain. Et c'est aussi cela qui est en train de progresser. Mais là où j'en appelle à une forme d'esprit constructif de nous tous sur cette question, et notamment évidemment de tous les personnels de l'éducation nationale, pas seulement d'ailleurs les professeurs, mais l'ensemble des personnels, puisqu'il faut aussi penser à l'ensemble des personnels dans ce genre de sujet. Nous pouvons progresser. Je suis totalement conscient des problèmes. Alors, esprit constructif, justement, quand on pense au projet de loi, votre projet de loi, Jean-Michel Blanquer, vous avez demandé de la discrétion au personnel de l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Ça a été interprété par certains comme étant une volonté de votre part de museler les professeurs. Est-ce que là, il n'y a pas une maladresse de votre part? Non, c'est une illustration des problèmes de notre époque. Cet article 1, il était fait article 1 de votre de la projet future de loi qui s'appelle pour l'école de confiance, il était fait pour affirmer la notion de confiance. L'étude d'impact qui a accompagné cet article 1 a explicité certaines choses, comme le fait qu'il existe déjà en réalité que l'on doit avoir un certain devoir de réserve, et que c'est vrai que là aussi je n'ai pas peur de dire cela, que nous devons faire attention, si on veut qu'il y ait de la considération pour les professeurs, à nos manières de nous exprimer publiquement en tant que professeurs. Ces choses-là sont rappelées dans l'étude d'impact, mais ne représentent pas une nouveauté juridique par rapport à ce qui était envisagé. Donc on finit par avoir une interprétation radicalement opposée à ce que je voulais de cet article 1. C'est-à-dire j'ai voulu un article 1 qui dise confiance, et les commentaires qui sont faits, avec parfois cette atmosphère d'énervement qui caractérise notre époque, aboutissent à défiance. C'est pourquoi je n'ai aucun problème, et je le dis publiquement, à faire évoluer cet article 1 pour sortir de toute ambiguïté. Donc vous allez le faire évoluer. Oui, je vais le faire évoluer. Mais d'ailleurs, mon projet de loi, vous savez, on a parlé de République et de démocratie. C'est pas seulement des mots, c'est des réalités. J'arrive avec ce projet de loi pour le faire évoluer devant le Parlement. C'est ça la démocratie. Et donc cet article 1, je vois qu'il est en train d'être l'objet de malentendus. Comme je n'ai jamais eu l'intention de museler qui que ce soit, je vais certainement le faire évoluer pour dissiper tout malentendu. Maintenant, je voudrais que ceux qui n'arrêtent pas de commenter ça en disant que c'est parce qu'on veut une atteinte à la liberté d'expression, ce qui est un malentendu, cesse de le dire, parce que sinon, maintenant, avec ce que je viens de dire, c'est qu'ils ont envie de créer des malentendus plutôt que de progresser. Donc j'en appelle à tous les esprits constructifs. Je n'ai aucune intention de museler qui que ce soit. Il y a un devoir de réserve, il existe déjà, donc je ne rajouterai rien à ce qui existe là-dessus. En revanche, ce que je souhaite, c'est enclencher un cercle vertueux de la confiance. C'est pour ça que ce même article 1, par exemple, parlait du respect des parents d'élèves vis-à-vis des professeurs, de façon générale, à créer justement cet état d'esprit constructif dans le système scolaire. Et oui, parce que la dernière chose, et hélas le temps presse, mais le hashtag pas de vague, qui a été lié donc aux violences perpétrées en milieu scolaire. Là aussi, quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez apporter à ces enseignants qui sont légitimement inquiets de la situation dans les établissements scolaires? Là, c'est la même chose. Vous le savez, j'ai parfaitement entendu ce mouvement parce que je sais très bien à quel genre de réalité ça renvoie et je les reconnais bien volontiers. Maintenant, là aussi, il faut structurer les choses.
Et c'est pourquoi nous avons monté un petit groupe de travail sur ces questions à la fin du mois de novembre, qui va rendre ses conclusions à la fin de cette semaine. Donc en fin de cette semaine, sur les sujets de sécurité des établissements, sur le sujet de coéducation, donc de responsabilisation des familles, sur les sujets aussi de structures dédiées pour les élèves polyexclus, pour les élèves qui causent de grands troubles, eh bien nous allons faire des propositions et donc pouvoir avancer pour améliorer très concrètement la sécurité au quotidien et au-delà de la sécurité, je dirais le bien-être au travail dans notre système scolaire. Une dernière chose, Jean-Michel Blanquer, c'est la rentrée de janvier. Est-ce que vous avez peur que certains établissements scolaires soient bloqués comme ils l'ont été en décembre ? Je ne le souhaite pas du tout, évidemment. Je voudrais rappeler là aussi, dans la lignée de beaucoup de choses que nous avons dites ce matin, que c'est illégal de bloquer un établissement. Voilà. On s'habitue trop aux actions illégales. Un établissement ne doit pas être... Le terme de l'égalité, mais est-ce que ça veut dire que vous allez engager un certain nombre de mesures si d'aventure ceci était bloqué ? C'est très clair, c'est que dès le matin, on doit empêcher les blocages. Les chefs d'établissement le savent, avec leurs équipes et éventuellement avec l'aide de la force publique, ils sont là pour empêcher que ce soit le cas. Encore une fois, il ne faut pas que l'immense majorité des gens, des citoyens, et en l'occurrence l'immense majorité des lycéens qui ont envie de travailler, qui sont enthousiastes avec la réforme du lycée, parce qu'ils voient bien les opportunités, que c'est beaucoup mieux d'avoir une vingtaine ou une trentaine de choix que 3 quand on est en voie générale, même s'il y a beaucoup de gens pour leur décrire les choses en gris, ils savent qu'il y a quelque chose de magnifique derrière ça. Ils savent aussi que je suis très ouvert, puisque nous parlons avec les conseils de vie lycée. Il y a un délégué par lycée, et ils ont eux-mêmes des délégués régionaux et nationaux, nous parlons avec eux. Donc le jeu est encore très ouvert pour les mises en œuvre de cette réforme. Mais maintenant que les enseignements sont explicites dans tous les établissements, ils peuvent voir que cette réforme est bonne pour eux. Et c'est pas que parce que des minorités de bloqueurs veulent les empêcher de travailler que ces gens-là doivent réussir dans leur volonté, au fond, qui est plus de détruire que de construire. Merci Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.